Salut tout le monde, c'est Comicsplay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission de mes lectures comics avec du très lourd. Vous allez voir ça juste après le générique. C'est parti. On commence avec le moins bon, comme ça ce sera fait. Civil War 2 numéro 4 avec une couverture que j'aime beaucoup de Old Man Logan. Bon, rassurez-vous, Old Man Logan n'a pas de rôle important dans Civil War, mais je trouvais la couve pas mal. C'est une couve de Phil Noto, donc je l'ai prise direct. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très jolie. Bon, clairement, je me suis forcé de lire ce comics pour les besoins de la vidéo. Voilà, je voulais vous donner un avis mois par mois sur Civil War 2, mais clairement, mon avis n'a pas changé sur cette histoire, sur cet event. Oui, finalement, je n'ai pas changé d'avis. Pour moi, Civil War 2 est encore une grosse purge. Brian Michael Bendis ne sait absolument pas quoi raconter pour rendre son event intéressant. Du coup, il ne se passe rien du tout, mais alors rien du tout. On a l'impression que nos héros sont des débiles profonds, et la seule chose intéressante reste les cliffhangers. Mais bon, un événement peut-il vraiment être bon avec une seule page? Les seules choses à retenir sont la prise de position de Captain America, qui sans vous mentir se voit à des kilomètres, mais aussi les prémices de l'équipe Champions, avec des jeunes héros qui se rebellent de plus en plus. Heureusement qu'il y a David Marquez, qui à chaque numéro arrive à nous sauver du scénario plus que mauvais de Bendis. Je ne vous parle pas du tie-in sur Nick Fury présent dans ce kiosque, tellement il est inintéressant. Par contre, j'évoque quand même le one-shot The Accused, qui se consacre au procès d'Hawkeye mené par Matt Murdock. Celui-ci est bien ficelé et on est rapidement pris dans la petite enquête de Matt Murdock. Ce one-shot permet surtout d'ajouter un peu plus de profondeur à un event qui en manque cruellement. Définitivement, il n'y a plus d'espoir pour cet event. Je vais me faire du mal pour lire la fin de cet événement. Clairement, je ne vous conseille pas cet événement. Certains vont vous le conseiller car ils le trouvent très fun, etc. Mais pour de vieux lecteurs en tout cas, on voit clairement que cet événement n'a aucun intérêt. Peut-être qu'une lecture en format librairie sera un peu plus intéressante, mais pour le moment, je ne vous conseille pas du tout cet événement. Allez, là on va enchaîner que du bon jusqu'à la fin de l'émission. On reste chez Panini Comics et je vais vous parler de la nouvelle série du Punisher, la série All New, All Different du Punisher, scénarisée par Becky Cloonan avec le regretté Steve Dillon au dessin. Un nouveau cartel de drogue sévit dans le pays, le Condor. Une opération des forces anti-drogue est sur l'affaire, mais n'est pas assez rapide pour démanteler le cartel. De l'autre côté, le Punisher, qui lui ne s'embarrasse pas de préparatifs et qui a recours à une technique bien plus meurtrière et expéditive, va lui aussi mener son enquête. Son chemin va être semé d'embûches, car démanteler Condor n'est pas une chose facile. Frank va par exemple retrouver un de ses anciens coéquipiers qui a passé l'arme à gauche, affronter de nouveaux psychopathes, ou encore tout faire pour protéger une fillette engagée comme kamikaze. Scènes chocs, sanglantes, parfois malaisantes, sont au programme de cette saga. Rien n'est mis au hasard par l'équipe créative. Becky Cloonan propose un scénario malgré tout simple, qui n'a rien d'original quand on a lu d'autres histoires du héros. Toutefois, le gros point fort est le retour, malheureusement pour la dernière fois, de Steve Dillon au dessin. Retrouver Steve Dillon qui a tellement apporté au personnage est un plaisir pour les fans. Les visages, notamment celui du Punisher, sont inexpressifs, mais quand on connaît le travail de Steve Dillon, c'est normal. Il montre avec cela toute la froideur du personnage du Punisher. En conclusion, cette nouvelle série fonctionne hyper bien. Le scénario est bien, sans être original. Mais bon, on a quand même les dessins de Steve Dillon qui font clairement tout le côté indispensable de cette histoire. D'ailleurs, on a le droit à la fin du tome à un petit hommage à sa mémoire. Panini a bien fait de le publier et je pense que personne n'oubliera son travail. N'est-ce pas? Attention, chef-d'œuvre en approche. Urban Comics a décidé de nous publier un grand format pour un indispensable de DC Comics de Mark Waid et Alex Ross, Justice League Icon. Cet album contient 6 différents graphic novels publiés entre 1998 et 2003 de Paul Dini et du très rare Alex Ross. Inutile de vous présenter un synopsis pour chaque histoire. Le but de ces graphic novels est de présenter avant tout le côté divin, mais surtout humain de chaque héros dans 6 histoires différentes très réalistes. Superman tente de sauver l'humanité de la famine, Batman mène une guerre contre le crime sans fin, Wonder Woman lutte contre l'oppression des femmes,
Captain Marvel vient en aide aux enfants handicapés et la Ligue de Justice voit un virus maléfique se propager à travers le globe. Ces 6 romans graphiques sont d'une force inexpliquée. Cela est dû notamment au dessin d'Alex Ross. Rappelons qu'Alex Ross travaille avec des modèles, photos, costumes et moulages pour que son art se rapproche le plus possible de la réalité. Et c'est même rappelé à la fin du tome avec quelques pages supplémentaires présentant le travail de l'artiste. Bon, clairement, ce qui fait la force de ces graphic novels, c'est bien sûr les dessins. Alex Ross est une merveille, est un monument du comics pour moi. J'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Je vais vous montrer quelques pages et vous allez m'en dire des nouvelles. Par exemple, voilà une page pour Wonder Woman, pour le graphic novel de Wonder Woman. En voilà une autre pour Shazam, Captain Marvel à cette époque. Batman lui aussi a le droit à des pages magnifiques. Et bien sûr, Superman, regardez-moi cela. C'est vraiment magnifique. Vous l'aurez compris, c'est un chef-d'œuvre, un petit bijou à lire et à relire. Même si chaque histoire est assez courte, on prend finalement pas mal de temps pour lire ce tome, tout simplement parce qu'on observe chaque page une par une. Certaines d'elles peuvent vraiment être comparées à des œuvres d'art. Foncez, foncez, foncez sur ce tome, ce n'est que mon conseil. Bon, par contre, je sais pas du tout où je vais le ranger. On passe à l'indépendant avec un récit que j'attendais beaucoup, un récit qui m'a beaucoup intrigué à son annonce. C'est bien sûr Strange Fruit de Mark Waid et Gigi Jones. Strange Fruit se déroule en 1927 dans le Mississippi. À cette époque, cet état du sud des États-Unis connaissait une ségrégation qui faisait qu'un homme noir était clairement en dessous d'un homme blanc. À l'époque, cet état du sud des États-Unis connaissait une ségrégation qui faisait qu'un homme noir était clairement en dessous d'un homme blanc. Mais ces hommes blancs vont avoir besoin d'aide, car une grande crue menace les propriétaires des exploitations agricoles. Un seul homme peut sauver tout cela, Superman. Enfin, pas vraiment. Dans cet univers, Superman n'existe pas. Ces riches propriétaires blancs vont alors devoir faire confiance à un autre surhomme inconnu tombé du ciel, un surhomme venu d'ailleurs, noir. Bien plus qu'un titre de super-héros, Strange Fruit est un titre qui parle d'un problème de société toujours présent à l'heure actuelle. L'histoire est riche en anecdotes et brille surtout par la partie graphique de Gigi Jones qui ressemble beaucoup au dessin d'Alex Ross que je vous ai présenté juste avant. A savoir que, petite anecdote, le titre Strange Fruit vient d'un poème populaire repris en chanson par Billie Holiday. Elle faisait référence à des fruits étranges qui pendaient aux arbres. Une métaphore bien sûr du trop grand nombre de suicides à l'époque. J'ai vraiment bien fait d'aller voir cette histoire. Traiter d'un sujet sociétal à travers les yeux d'un héros inconnu est vraiment une très bonne idée de la part de Mark Waid. Alors attention, je dis bien inconnu car vous n'allez absolument rien savoir sur ce personnage. Et justement, je ne sais pas trop quoi penser à ce sujet. J'aurais vraiment aimé en savoir plus sur ce héros. Mais finalement, c'est fait exprès. Bref, l'histoire est excellente, un très gros coup de cœur. On n'a pas l'habitude de lire ce genre d'histoire et ce type d'histoire fait à chaque fois réfléchir. Si vous semblez être intéressé par ce scénario, franchement, n'attendez plus et allez-y, vous ne serez pas déçus. On continue toujours avec de l'indépendant, mais on passe à quelque chose d'un peu plus mainstream. Un tome que vous attendez, je pense, tous. En tout cas, beaucoup de gens l'attendaient. C'est bien sûr le 27e tome de The Walking Dead. Difficile de résumer ce comics sans spoiler les personnes qui n'auraient pas lu ce tome, ni même les personnes qui suivent la série. Sachez juste une chose, c'est la guerre entre les chuchoteurs et le camp de Rick. Des morts sont à déplorer et plus rien ne sera jamais comme avant pour les deux petits groupes. Ce tome, toujours scénarisé par Robert Kirkman et dessiné par Charlie Adler, propose encore à la série de prendre une nouvelle tournure. Beaucoup de choses restent à venir et comme à chaque fois, on n'attend que la suite. Grosse mention spéciale dans ce tome pour le personnage de Negan. Franchement, ce personnage me surprend de tome en tome. Côté dessin, c'est du Charlie Adler en noir et blanc. Voilà, c'est comme d'habitude, c'est toujours aussi beau. Moi j'aime beaucoup le style de Charlie Adler, surtout sur cette série. Il a réussi vraiment à avoir sa patte graphique qui lui va bien. Comme à chaque fois, je pense que Robert Kirkman en a encore beaucoup sous le coude. Je pense que cette série peut vraiment durer énormément de temps. J'ai hâte quand même de voir vraiment comment cette série va se terminer, s'il y a une fin un jour. Kirkman n'en a pas fini de nous étonner. Encore un très bon tome pour Walking Dead, encore meilleur que le précédent.
Franchement, je vous le conseille si vous suivez la série et j'attends la suite avec impatience. Finissons cette vidéo avec du Bliss Comics. Et oui, ça faisait énormément de temps que j'avais pas présenté de Valiant sur ma chaîne. Tout simplement parce qu'il y a pourtant pas mal de sorties en ce moment chez Bliss Comics. Ça y est, ça fait 1 an déjà qu'ils sont sur le marché français. Encore un très bon anniversaire à eux, je crois que c'était il y a quelques jours. Et donc voilà, ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas lu, tout simplement parce que j'avais d'autres priorités, le budget ne suivait pas. Mais là, franchement, je ne pouvais pas rater cette sortie. Je vais vous parler de Face. Et oui, vous avez bien vu, ce premier tome de Face est proposé au prix attractif de 10 € jusqu'au 31/08 2017, donc franchement foncez. Et il faut savoir qu'il y aura plusieurs tomes. Au départ, c'était une mini-série aux États-Unis, mais elle a tellement bien marché, ça a été vraiment un carton, qu'il y aura une suite très prochainement et j'espère qu'elle sera vite publiée en France. Apparue dans les pages d'Harbinger, cette héroïne au physique peu commun débute enfin sa carrière solo de super-héroïne. Pour cela, elle emménage à Los Angeles et commence un travail de journaliste. Référence bien sûr à Clark Kent. Ce n'est pas la seule référence à la pop culture que vous allez découvrir dans ce tome. Face va dans ce tome démonter les super-héroïnes au physique avantageux qu'on a l'habitude de voir dans nos différentes lectures, une par une. Cette mini-série est assez surprenante, car en soi, elle est assez classique. Pas classique au sens que cette histoire n'est pas originale, mais plutôt classique au sens que Face est une héroïne en soi plutôt banale, mais qui ressemble beaucoup plus aux codes normaux de la femme actuelle. En fait, Face est une jeune femme comme les autres, avec des préoccupations, des envies et des problèmes classiques. Sa vie privée est très intéressante, parfois même plus intéressante que sa vie de super-héroïne. Et justement, du côté de sa vie de super-héroïne, elle va devoir faire face à un ennemi qui semble tout droit sorti de la série XO Manowar. Pour cela, elle va se composer une petite team d'autres personnages de l'univers de Valiant. Au début, on ne peut miser un sou sur cette équipe, et pourtant, elle fonctionne à merveille. Difficile de donner un avis sur ce comics quand on n'est pas le public visé. Eh oui, je peux pas trop m'identifier à ce personnage, eh bien tout simplement parce que je suis un homme. Je rigole bien sûr, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Les références y sont nombreuses, et contrairement à de nombreuses autres séries de super-héroïnes, comme par exemple Batgirl, celle-ci n'est pas chiante, ni cliché à souhait. L'humour est aussi au rendez-vous, et les dessins, surtout ceux de Marguerite Sauvage, sont vachement beaux. En conclusion, Face est une lecture plaisante, à bas prix, et qui montre que les héroïnes ont aussi le droit à des histoires intéressantes. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette toute nouvelle émission de mes lectures comics. Je ne pense pas que je vous ai menti. Franchement, il y a eu énormément de lourd dans cette émission. On a eu un très bon mois d'avril en termes de sorties. Et encore, je n'ai pas pu tout acheter. Il y a encore d'autres sorties vraiment super intéressantes. Je peux pas donner un coup de cœur vraiment dans cette émission. J'ai beaucoup aimé tous les comics que je vous ai présentés ici, sauf Civil War. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur les lectures que je vous ai présentées dans cette émission. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Comics Play. D'ici là, n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez pas, lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.